ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Jérôme Huon. Salut Aurèle. C'est cool de t'avoir. Alors Jérôme, je l'ai de plus en plus en ce moment dans ma vie, parce que bon, d'abord c'est un copain, on se connaît depuis quelques années maintenant. On a eu l'occasion de collaborer 2-3 fois et puis depuis quelques temps, il a rejoint l'équipe formation de la FFHM. Donc il brille dans mon service et ça fait bien plaisir, c'est cool. Donc CTN Haltéromuscule, même si lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est à la base entraîneur, d'abord ancien compétiteur évidemment, ancien international de savate, et entraîneur national donc en boxe française, avec une grosse casquette prépa physique, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis par ailleurs, il rayonne sur tous les secteurs de la performance, il s'intéresse à la recherche, il s'intéresse à la formation évidemment, et puis il s'intéresse aussi à la prépa mentale. Donc c'est un grand plaisir de t'avoir parce que plaisir partagé. Toujours des discussions qu'on a habituellement en off, hors caméra, hors canapé transfert. Et c'est dommage, c'était l'occasion de le coincer là, ce matin et de tourner 3 épisodes avec lui. Donc vraiment merci de venir, c'est super sympa. Avec plaisir. Et puis du coup on va rester positif ce matin, on va parler de positive coaching. Ouais, d'ailleurs le positive coaching c'est, on va dire la terminologie, je te la dois parce que c'est pas comme Copyright ça qu'on ABD. Voilà, c'est pas comme ça qu'on avait forcément baptisé le concept au départ. Mais voilà, bon, l'origine de tout ça, c'est 2015, je m'inscris sur le master de l'INSEP. Donc retour à l'école pour ce diplôme. Et projet de recherche, j'ai tourné un petit peu en rond avant de savoir sur quoi j'allais partir. J'avais au départ des idées sur la préparation physique, sur l'échauffement, le calibrage de l'échauffement, etc. Et puis au final, j'ai voulu m'intéresser au coaching. Mais au coaching, parce que bon, quand on parle de coaching, c'est souvent au sens large. Là, c'est vraiment le coaching de compétition. Parce que c'est vrai que dans mon sport, et puis en regardant aussi un petit peu autour de nous, dans la plupart des sports où il y a du coaching de compétition, et notamment dans les sports de combat, dans les box, cette fameuse minute de repos dans le coin, il y a beaucoup d'empirisme. Et je ne trouvais pas, en tout cas nous, on avait… protocole. Exactement, ni de protocole, ni de contenu de formation, c'est-à-dire que les entraîneurs, sur nos diplômes, même les BE2, les anciens BE2, on n'avait pas de contenu de formation sur comment accompagner l'athlète, le combattant dans le vestiaire, dans le coin, comment travailler sur la gestion du stress, comment travailler sur la transposition du schéma tactique ou game plan de la salle à la compétition. Et du coup, on sait tous que c'est quelque chose de charnière, que c'est un moment essentiel, cette minute de récupération. D'ailleurs, on l'appelle toujours minute de récupération. C'est bien aussi ce que ça veut dire, qu'on n'appelait pas ça minute de coaching. Et pour autant, c'est vrai que voilà, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que c'est un moment un peu comment dirais-je… Où on peut faire passer des vrais messages qui peuvent débloquer des situations, qui peuvent… C'est ça, tout à fait. Et du coup on n'avait pas grand-chose, ni sur le plan de la formation, des outils, et ni sur le plan aussi de la recherche. Du coup, je suis parti là-dessus. Donc, la première phase de la recherche, c'était un questionnaire auprès des combattants et des entraîneurs de haut niveau, au moins de bon niveau. Donc on a brassé un certain nombre d'informations sur comment eux percevaient la chose et quelle était pour eux la minute de coaching idéale, les coachs, les combattants, qu'on appelle tireurs en boxe française. Et la deuxième étape, ça a été de la captation audiovisuelle. Donc on a capté des minutes de coaching, c'est-à-dire au plus près de la compétition, au plus près de l'instant. Coach équipé de micro, et voilà, la caméra dans le coin. Qu'est-ce qui se dit ? Exactement.
On n'a même pas filmé les combats, quoi. On a filmé que ce qui se passait entre les reprises. Et ensuite, donc, à la suite de ces captures vidéo, eh ben, on a confronté les gens à leurs actions. Donc, entretien d'autoconfrontation avec le combattant dans un premier temps et tout de suite après son coach. Donc, de façon séparée. C'était aussi très important pour moi de ne pas recevoir et de ne pas m'entretenir avec le binôme, mais d'avoir vraiment les gens séparément. Et voilà. Et là, il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui se sont dites. Et voilà, donc derrière le verbatim de tous ces entretiens, et on a brassé, on a tiré un certain nombre de conclusions d'observation. On a créé un outil qui s'appelle Profil Coach, qui a pour but de profiler en fait le tireur au regard de ses attentes dans le coaching. Parce que en fait, l'étude a montré qu'il y avait bel et bien des profils de combattants, de tireurs, et qu'il était plutôt question de s'adapter à ces profils plutôt que d'avoir un style de coaching auquel l'athlète devrait systématiquement s'adapter. Tu vois, c'est vrai qu'il y a 20-30 ans, c'était plus, on va dire, c'était plus commun d'imaginer ça, quoi. Oui, ça implique déjà un premier réflexe pour le coach, j'imagine, c'est déjà de se mettre au service d'eux et de ne pas vivre par procuration, déjà, pour commencer, parce que c'est vrai que c'est une observation que j'imagine tu partages, la chaise au jeu dans tous les sports, particulièrement les sports individuels dans lesquels moi je gravite, c'est toujours un enjeu d'ego hors du commun, alors même que on peut même des fois discuter de l'intérêt de certaines méthodes de coaching, voire même de l'utilité de certains coachs. On n'a pas mesuré l'efficacité du coaching de compétition. Malgré tout ce que j'ai pu entreprendre là sur ce travail, on n'a jamais mesuré quelle était la part de... J'ai un petit indice parce que quand je suis arrivé en Russie en 2012, j'ai travaillé avec Edio Gamba. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cet entraîneur de judo qui est l'entraîneur le plus titré au monde aujourd'hui. Tout pays confondu, parce qu'il a travaillé en Afrique, il a tout gagné, ensuite il a travaillé en Italie, il a tout gagné, puis ensuite il a travaillé en Russie, il a tout gagné. Et c'est lui-même un double finaliste olympique, donc il n'y en a pas des masses. Donc légitime. Assez légitime, avec une vraie vision, avec un vrai programme. Il œuvre encore d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Et la première chose qu'il a faite en arrivant, donc c'était sur l'Olympiade avant que j'arrive moi, sur l'Olympiade de 2012 de Londres. La première chose qu'il a faite, donc en 2008 ou 2009, sur les championnats d'Europe, il a enlevé tous les coachs. C'est devenu la Gamba Experience. Et il a enlevé tous les coachs. Et ce sont les meilleurs, encore aujourd'hui, les meilleurs résultats de toute l'histoire russe du judo, qui est pourtant particulièrement titrée. Donc on a quand même un indice. C'est qu'on arrive à gagner. Est-ce qu'on est meilleur avec ou sans? On ne peut toujours pas le dire. Ça pouvait être plein de facteurs qui expliquent ce résultat hors du commun. Mais ce qu'on sait, c'est que 100 personnes sur la chaise, on arrive aussi à gagner. Donc il faut à un moment donné, je pense, modérer un tout petit peu les ardeurs des coachs et leur rappeler que leur carrière, ça y est, ils l'ont faite. Exactement. Maintenant, ils sont au service d'eux. Et ce que je dis à tous les secteurs de la perf, et alors encore plus, c'est vrai qu'on a quand même une teinte assez prépa physique sur ce podcast, tu le sais, encore plus au prépa physique, il faut être empreint de modestie, se dire nous on est là, on participe vaguement, quoi. On aide autant que faire se peut, mais à la fin la perf ne nous appartient pas du tout. Exactement. J'ai entendu un préparateur physique l'autre jour qui comptait ses médailles carrément. Il dit j'ai compté mes médailles, les médailles de mes athlètes au total. C'est vraiment l'appropriation de la performance. Aucune médaille toi en l'occurrence. Exactement. Donc, on est au service d'eux, on est des guides, on est des accompagnants. On est de passage d'ailleurs. Exactement. Moi j'aime bien l'idée de ninja aussi, c'est-à-dire qu'on est dans l'ombre. C'est une action qui peut être importante mais qui doit rester dans l'ombre. De temps en temps bien placé, un petit shuriken. Exactement, exactement. Voilà. Et donc pour revenir à cette minute, alors ce que tu disais, ça rejoint ce qui se dit souvent. Alors là encore une fois, je pense que c'est empirique, mais que le coaching peut faire perdre
Faire gagner, on ne sait pas, mais en tout cas, ça, c'est sûr, en tout cas, il peut faire perdre. Ouais. Et voilà. Et donc voilà, donc on en était à cette idée que voilà, on a cherché plutôt à appuyer l'idée que le coach doit s'adapter au combattant, à l'athlète. Si on transpose ça à l'échelle, je sais pas, du tennis en Coupe Davis. Il y a aussi du coaching dans certaines disciplines qui ne sont pas des disciplines de sport de combat, il y a aussi du coaching. Donc que le coach doit s'adapter à l'athlète et non le contraire. Et d'ailleurs, on a testé là, le profil coach sur 2 ou 3 saisons sur toutes les équipes de France, des juniors aux seniors, filles, garçons, combat et assaut. Parce qu'en boxe française, on a le combat, qui est la discipline, on va dire, le combat, ça tombe sous le terme parle de lui-même. Et l'assaut, qui est une discipline beaucoup plus technique où on demande un contrôle de la touche. D'ailleurs, on n'appelle plus ça des coups, on appelle ça des touches. Donc il y a un coup qui est porté, mais il doit être contrôlé. Donc voilà, des profils du coup aussi sociaux différents. Et du coup, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que je ne pensais pas avoir autant de profils différents, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quasiment autant de profils qu'il y a d'athlètes. Donc pour illustrer un peu comment on dressait ces profils, il y a 12 questions avec des exemples pour chaque question. Et en gros, c'est est-ce que ce type d'éléments, est-ce que ce type de propos te met dans le confort? Est-ce que ça te semble utile? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'accompagner dans ta gestion de ton combat, dans ta performance, etc. Ou est-ce qu'au contraire, ça peut te perturber, c'est quelque chose qui ne te parle pas, etc. Donc c'était vraiment binaire, quoi. Si tu veux, l'entretien, il dure 5 minutes. Tu as ces 12 éléments de coaching. Et l'athlète, il dit oui, non. Après, c'est vert ou rouge. Et derrière, parce que chaque question a une connotation soit technique, soit tactique, soit émotionnelle, on a 3 bulles. Et les bulles sont remplies en fonction des réponses. Et du coup, le profil, sauf si on rentre vraiment dans le détail pour en savoir un peu plus sur telle ou telle question, la première lecture du profil, c'est ces 3 bulles plus ou moins remplies. Et alors déjà, par exemple, sur le coaching des femmes, moi, j'avais entendu depuis très longtemps, et puis ça m'avait du coup convaincu que les filles étaient beaucoup plus dans l'affect, beaucoup plus dans l'émotion, et que les garçons étaient beaucoup plus dans ce qui était cognitif, etc. Et qu'une fille, en gros, il fallait plutôt voilà, la captiver au niveau émotionnel, et le garçon plutôt technique, tactique, etc. En réalité, complètement faux, c'est peut-être même l'inverse. C'est jamais bon de faire des voilà. généralités, c'est parce clair. qu'on a presque vu plus de profils de filles justement qui étaient en attente de contenu très pointu, très précis, et qui n'étaient pas forcément réceptives à tout ce qui est éléments de motivation, d'être boosté ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça a cassé quand même quelques idées reçues. Et voilà, donc là, on n'est pas encore sur le positive coaching, on est plutôt sur des éléments de fond. Et derrière, j'étais encore à la Fédération de boxe française. Dans le cadre de la cellule performance, on a mis en place quelques journées, séminaires thématiques, dont une qu'on a fait ensemble d'ailleurs à Marseille. Et la deuxième journée, donc on appelait ça les entretiens de la savate, la deuxième journée, j'avais invité un autre Aurélien Duarte, qui a été multiple champion du monde, alors pas en boxe française, mais lui c'était plutôt la boxe thaïlandaise, le kickboxing, le karaté également. Et aujourd'hui, il s'est reconverti dans le coaching, mais vraiment pour le coup au sens large, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un accompagnant au-delà du sport. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la communication, au sens, voilà, le langage, le choix des mots. Du coup, il a beaucoup de sources que moi, j'ai pas. Je ne peux pas justifier scientifiquement de tout ce que souvent j'avance auprès des gens à qui je parle de ça. Mais si tu veux, bon, le premier truc qui te donne en exemple, c'est quand on parle de la négation. Si je te dis ne pense pas à une Ferrari rouge, le premier truc qui apparaît dans ton cerveau, c'est la Ferrari rouge, quoi.
Et si encore j'approfondis, je te dis ne pense pas à la Ferrari rouge avec une étoile blanche, eh ben, tu la vois là, la Ferrari rouge avec l'étoile blanche dessus, tu vois. Putain, moi, je pensais à une meuf à gros seins sur une Ferrari Ok, rouge. Est-ce que j'ai un d'accord. problème, tu penses? Ben, il y a la Ferrari rouge quand même, si tu veux, donc il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, donc, j'ai beaucoup échangé avec Aurélien dans le cadre de cette conférence qu'on a préparée ensemble. Et du coup, ça m'a permis aussi, moi, de creuser encore un peu plus. Donc là-dedans, c'est pas, ça peut paraître un peu fantasque parfois, mais il y a de la vraie science, il y a des neurosciences, il y a tout un tas de choses qui font que on a construit ensemble ce petit module de dépollution verbale, ce que lui appelle dépollution verbale. Et c'est vrai que c'est parlant, quoi, dépollution verbale. Parce que en reprenant ensuite mes entretiens, enfin mes vidéos de coaching, c'est vrai que alors, en sortant de ces vidéos, quand tu écoutes les gens coacher, que ce soit en compétition ou dans les salles, aussi compétent on peut être, c'est vrai qu'on a pris ces habitudes voilà, d'exprimer les choses par la négation et un peu comme si on avait mis de côté une partie du dictionnaire, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas, si on se transpose je sais pas, sur un squat, on va souvent dire, on va souvent marquer l'erreur à ne pas faire plutôt que de guider n'arrondis pas ton dos. Voilà, n'arrondis pas ton dos plutôt que maintiens ton dos le plus droit possible. Et donc du coup, on se rend compte qu'on a quand même ces mauvaises habitudes. Et au-delà même de l'entraînement, hein, moi je m'en suis rendu compte après quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je m'en suis rendu compte quand je suis avec mes enfants, quoi, tout simplement. Attention, tu vas tomber. Hein, et c'est un truc qui paraît complètement anodin, mais on est là-dedans, quoi. Attention, tu vas tomber, plutôt que lève les pieds ou regarde bien où tu marches, tu vois, des choses qui sont, on va dire, exploitables, quoi. Parce qui te guide en tout cas vers ta Ferrari rouge, celle que tu dois vraiment atteindre, en fait, pas... Voilà, c'est ça. Et du coup, si tu veux, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que la minute de coaching, c'est un concentré, c'est un laboratoire pour ça, parce que tu as une minute, et en fait, ce n'est pas une minute, parce que ça sonne, il faut 3-4 secondes pour que le combattant rentre dans le coin. Quand il arrive, tu ne le mitrailles pas d'informations. C'est d'abord de la récupération. C'est d'abord de la récupération, donc régulation, reprise de contrôle de la respiration, etc. Éventuellement, un petit feedback tout de suite s'il y a eu quelque chose vraiment de significatif ou un danger, il faut lui mettre tout de suite devant les yeux. Mais sinon, voilà, il y a un temps de récupération et puis ensuite, on a un espace de 20-25 secondes où on peut un petit peu échanger, mais surtout voilà, transmettre quelques infos. Et dans ces 20-25 secondes, si on commence par de la négation, quand on sait que le cerveau, dans un premier temps, il ne traite pas la négation, il va falloir un petit process pour que justement il voit la Ferrari rouge et puis ensuite il essaye de l'effacer de son écran mental. Tout ça, c'est de la perte de temps, quoi. Tu vois, et l'idée, c'est d'optimiser son langage, optimiser sa communication pour aller à l'essentiel et être efficace surtout dans le coaching, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que je réfléchis aux situations de coaching. Alors, j'ai peut-être pas trop ces réflexes-là, moi, parce que j'ai un petit background aussi en prépa mentale. Puis tu parles de coaching aussi souvent dans la préparation physique, c'est-à-dire coacher le mouvement, coacher. Il y en a peu qui le font. Ouais, c'est un peu perdu, c'est vrai, l'accompagnement technique. C'est vrai que quand tu es déjà dans une démarche d'enrichissement des gens culturels par rapport à leur propre pratique, fatalement, déjà, tu as une dépollution verbale, pour reprendre les termes d'Aurélien, qui est presque induite, quoi. Bon, après, moi, je suis assez sensible à toutes ces problématiques de prépa mentale. C'est que je me considère, j'ai jamais exercé, donc je me considère complètement incompétent, mais néanmoins, j'ai un master en prépa mentale. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui transpirent. Je me rappelle déjà, il y a 20 ans, dans le Weinberg et Gould, qui est l'espèce de bible de la prépa mentale, d'ailleurs,
va traduire pour sa 7e édition chez Fort Trainer très bientôt. Là. Ça devrait sortir en 2021. C'est déjà un chapitre entier, tu vois, sur comment orienter le message pour gagner du temps, pour que ça imprime très très vite. Et en fait, à chaque fois, on revient sur des choses extrêmement simples. Tu vois, c'est tout ce qui est long, compliqué, alambiqué, tout ça ne fonctionne pas. En fait. Autant, comme tu le disais, on n'a pas le feedback encore précis sur ce qui fonctionne vraiment. Ce qu'on sait, c'est ce qui ne fonctionne pas déjà. Donc on peut peut-être déjà l'enlever. Exactement. Et c'est vrai qu'on l'entend. Alors encore, dans les sports de combat, c'est vrai que tu prenais l'exemple du tennis, mais dans les sports de combat, on a encore plus d'espace de coaching que ce qu'on décrit là, parce qu'il y a l'espace de coaching sur les temps morts, puis il y a l'espace de coaching où on gueule à travers la pièce. Quoi. Ouais. Alors, en fonction des règlements, en fonction des disciplines, par exemple en boxe française, c'est censé être interdit de communiquer pendant le temps de combat. Maintenant, il y a la règle et puis il y a l'usage. Dans l'usage, la plupart des arbitres autorisent tant que c'est positif, justement. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas d'animosité ou tant que ça ne gueule pas, tu vois. Il y a un peu de bon sens quand même. Et là, il faut être encore plus perspicace, quoi. Il faut être, quand on est athlète, c'est dur de trier l'information. Donc, si le coach, en plus, il nous envoie des messages négatifs, mais en plus des messages complexes, ça devient dur à gérer, quoi. Moi, je me rappelle en tant que compétiteur, moi, je n'ai jamais été un grand compétiteur, hein, j'en ai fait quand même une chier. Je savais que j'étais seul une fois que le truc commençait, si tu veux. Bon, mon coach était là, ça me faisait plaisir qu'il y ait quelqu'un avec moi, quoi. Ouais. Mais c'est un peu plus un supporter qu'autre chose pour moi. Mais encore une fois, on en revient à cette logique de profil. C'est-à-dire que, parce que même là, je suis en train de penser, parce qu'on était en train de parler d'information, quand bien même tu aurais travaillé pendant des mois un comportement technique ou tactique donné avec ton athlète, tu es dans le coin, finale championnat du monde. Donc là, j'ai un exemple précis en tête. Tu fais juste un rappel, ce qu'on appelle d'ailleurs un rappel technique ou rappel tactique là, sur le questionnaire profil coach. Je pense à notamment une fille qui a été 3 fois championne du monde. Première finale mondiale en Chine, une gauchère, donc un placement de pied à travailler, un sens de déplacement à travailler et des choses qui avaient été répétées pendant des semaines, des mois, parce qu'on savait depuis des mois qu'elle allait rencontrer cette fille, qui était russe d'ailleurs, au passage. Rappel technique à la fin de la première reprise. Souviens-toi, déplace-toi sur la droite. Et là, elle fronce les sourcils et elle me dit ouais, tu m'embrouilles là. Je dis mais attends. On n'a fait que ça depuis des mois, je te rappelle juste de tourner du bon côté. Déplace-toi sur ta droite. Du coup, tu es tombé dans le piège. Ne te déplace pas à gauche. Et merde. Voilà. Même pas. Et du coup bon, c'était une fille que j'entraînais au quotidien. Et ma collègue qui est avec moi sur ce combat-là, le combat repart, elle me dit mais comment ça se fait qu'elle n'a pas pigé qu'est-ce qu'on va lui dire du coup? Si on ne peut pas lui dire des choses comme ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors j'exagère un peu, mais on va lui dire qu'elle est belle, on va lui dire que tout va bien, qu'on va plutôt se baser sur des choses qui ne sont pas d'ordre technique ou tactique, parce que ça ne passait pas à ce moment-là. Et quand on a fait son profil, quelques années après, vous avez tout compris. La bulle émotion, elle était pleine, et technique, il y en avait un petit peu, et tactique, c'était complètement vide, quoi. Ah ouais. Tu vois? C'est-à-dire que elle n'était pas sensible à cet argumentaire-là à ce moment-là, quoi. Exactement. Elle, c'est ça. Tu sens bon. Voilà. Tu vois, on exagère, hein, je pense, mais c'est vrai que du coup, si à ce moment-là j'avais eu le profil, j'aurais pu tout de suite éviter ce type de situation. En plus, je la connaissais quand même depuis un moment, quoi. Et encore une fois, et ça, on s'en est rendu compte quand on a fait les entretiens d'autoconfrontation. Les gens travaillent ensemble depuis des années, ils pensent se connaître par cœur. Et le coach pense connaître par cœur mais ils n'ont pas pris le temps de décoder, ils n'ont pas pris le temps d'analyser vraiment. Voilà, parce qu'il y a de la vie ensemble, on se connaît. Sur plein de paramètres. Voilà, mais des temps formels, ne serait-ce que des petits entretiens, des petits briefings, des briefings qui permettent un peu d'objectiver un peu la connaissance qu'on a de son athlète.
de son élève, pardon, bah vu que c'est pas forcément dans la culture de tous, et bah on pense connaître profondément. Et puis voilà, donc j'ai un autre exemple en tête. Donc comme je te disais tout à l'heure, je recevais l'athlète et ensuite son coach. Donc on passe la vidéo du combat. Donc à ce moment-là, on n'avait pas fait les profils, hein. On était vraiment sur l'étude. Et puis il y a des mots qui sont échangés dans la fin d'une minute de coaching, où le coach essaye de secouer un petit peu l'athlète. Voilà, bon, on lâche rien. Tu reviens avec la victoire, enfin tu vois, des trucs vraiment liés sur voilà, le fait de booster l'émotion, etc. Et là, à ce moment-là, parce que dans l'entretien d'autoconfrontation, moi je pouvais arrêter, ou la personne avec qui je m'entretenais pouvait arrêter pour qu'on échange sur les images et les propos. Et là, la personne arrête tout de suite et dit là, tu vois, par exemple, quand il me dit ça, bah, ça m'énerve. Moi, j'ai besoin de consignes techniques, tactiques. Et c'était une fille en plus, tu vois. J'ai besoin de consignes techniques. Tactique qui gonfle. Exactement, ouais. Exactement. Et elle me dit là, quand il me dit ouais, lâche pas, et qu'il essaye de me. Ah, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je sais que c'est du temps où il ne me donne pas des infos, il me donne pas du. Et puis ça m'énerve. Les émotions, je sais très bien les gérer. Je n'ai pas besoin qu'on me secoue. Ok, très bien. Bon, et puis cela dit, très bon binôme coach-athlète avec des performances à la clé, très bon entraîneur, une championne en face, etc. Mais dans cette minute-là, ils n'avaient pas pris le temps de se connaître. Voilà, il y avait ce passage. Et donc forcément, un quart d'heure après, enfin une demi-heure après, je reçois le coach. Quand la séquence passe, forcément, j'arrête et je dis bon, du coup, ce qui vient de se passer là, est-ce que tu peux commenter? Fait bah là, tu vois, on le voit sur sa posture, ses yeux. En plus, il essaye d'argumenter vraiment. Là, on sent qu'elle a vraiment capté que ça. Tu vois, il y avait une perception aussi après le temps qui était en fait erronée, quoi. Ouais, bien sûr. Et voilà. Non, donc, il faut objectiver les choses. Ouais, il faut arrêter il faut arrêter de prendre les choses pour déjà clair, déjà. Mais on le voit sur du modèle de performance déjà, on le voit. Que les gens qui sont déjà experts dans leur discipline, qui ont travaillé pendant 20 ans dans une discipline, qui maîtrisent parfaitement tous les règlements, qui sont peut-être même arbitres internationaux, tu leur fais faire un modèle, ils disent « Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé la bulle comme ça ». Alors imaginez recentrer le truc sur un individu. Il ne faut surtout pas faire de généralité. Plus on fait de podcasts, plus je lis de bouquins, plus je me forme, plus j'exerce mon métier. Et plus je me rends compte que l'erreur fondamentale, c'est la généralisation des contenus et des approches. C'est une erreur, mais tellement énorme en fait quand on y pense, que c'est sous-estimer complètement la variété et la complexité des gens qu'on a en face de nous. Ouais, tout à fait. Et je pense que s'il y a un truc qu'il faut retenir de notre interaction, c'est ça. Là. Prenez le temps de faire cet exercice, il est finalement assez simple. Asseyez-vous avec la personne et puis posez des cas de coaching. Prenez des cas de coaching que vous trouvez sur Internet ou donnez des exemples. Et ben, ça, tu réagis comment si je te dis ça? Tu réagis comment si je te dis ça? Les athlètes savent. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas, les athlètes. Hein, mais ça, ils savent. Ça, ils savent très bien. Exactement. Et ils vont verbaliser de manière extrêmement claire. Ah ben moi, non, tu ne me dis pas ça. Hein. Tu me dis pas ça. Hein. Et du coup, c'est clair. Et en plus, le profil coach, on a nos 12 éléments de coaching. Et puis à la fin, on s'autorise aussi un petit temps. Bon, voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors des fois, c'était, bon, moi j'aime bien qu'on me mette de l'eau derrière. Bon, c'était des petites choses que tu vas noter parce que c'est sur la fiche. Et après, quand on est dans le vestiaire, quand on a 20 ou 25 athlètes à gérer sur un tournoi championnat du monde ou championnat d'Europe, voilà, même si on connaît les individus, bah, c'est bien de revenir un moment sur ces éléments objectifs et de se dire, ah voilà, donc c'est tel profil. Et puis, ah ok, n'oublie pas de mettre de l'eau parce que c'est un confort aussi que tu instaures dans le coin. Et du coup, voilà, et ces petits moments aussi, au-delà des 12 éléments, des fois, il y a des choses intéressantes, quoi, parce que l'athlète va te dire, voilà, moi surtout, il ne faut pas me crier dessus. Il faut que le message il soit sur une certaine tonalité, quoi. Moi, si tu me cries dessus, je vais bloquer tout de suite, quoi. Et on sait qu'il y a des coachs qui ont instinctivement, voilà, ils vont hausser le ton pendant la minute, hein, même si tout se passe bien. Hein. Donc du coup, voilà, ce
questionnaire, ce test, cette évaluation entre guillemets, ce profilage plutôt, c'est aussi l'occasion d'échanger. Et des occasions d'échange comme ça formelles, en fait, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas un temps qui prend... C'est pas un temps très important en fait, hein, et ça a un effet énorme. Il faut vraiment présumer de rien, je crois en fait. C'est ce qu'on observe dans tous les secteurs, alors, même dans le secteur physique, hein, quand on voit les différences de profil force-vitesse entre différents athlètes ou les neurotypes par exemple, on se rend bien compte que tout est lié et que c'est pareil sur le plan technique, c'est pareil sur le plan psychologique. Il faut présumer de rien et on ne peut surtout pas appliquer une même méthode à tout le monde. Il faut clairement prendre ce temps d'analyse, de discussion avec nos athlètes, c'est crucial. Okay. C'est la tendance, hein, je crois, hein. L'adaptation. À l'individualisation, ouais. La vraie individualisation, pas juste ajuster une charge à un moment donné, quoi. La vraie prise en compte de l'individu. De l'individu dans son ensemble. Ok, écoute, merci pour toute cette expertise, Jérôme. C'est vraiment top de faire réfléchir les gens qui nous écoutent là-dessus avec nous. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié ce moment. N'hésitez pas à partager, à relayer ces informations. Vous savez que vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming, hein, Spotify à Deezer, en passant par Apple Podcast ou Google. Vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube. Et puis, on propose des versions enrichies sur mon site web, sur broussal-derval.com. Je sais que tu as plein de contenus complémentaires là-dessus. Donc, si vous voulez vraiment les versions complètes avec les extensions téléchargeables, c'est sur mon site que ça se passe. Et puis surtout, des épisodes inédits, complémentaires, qui vont vous permettre d'aller plus loin tout de suite sur le e-campus de transfert. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Jérôme a écrit 2 bouquins, alors évidemment orientés sur son sport de prédilection, mais qui sont largement transférables. Est-ce que tu peux me rappeler les titres? Alors le premier vraiment dans la spécificité boxe française et boxe pied-point. Donc c'est Savate boxe française entraînement nouvelle génération, qui est sorti aux éditions Budo en 2015 ou 2016 je crois. Et le deuxième chez Fort Trainer, donc dans le cadre du travail auprès de la Fédération française de Savate boxe française, qui est le coaching de compétition, profilage et adaptation. Donc on est dans très transférable dans le sujet du jour. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux épisodes ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.